Je m'appelle Sierra. J'ai 16 ans. Et il y a 2 semaines, mes parents m'ont laissé un mot. Reste hors de vue, monstre. Toute ma famille, mon père, ma belle-mère, mes demi-frères et demi-sœurs se trouvaient à 5 kilomètres, dans un country club, en train de porter des toasts au champagne, en faisant comme si je n'existais pas. Je pensais que c'était le pire. J'avais tort, parce qu'à 20h47, la sonnette a retenti et la femme qui se tenait sur mon porche a prononcé 5 mots qui ont tout changé. Ton père t'a cédé. Ce qui s'est passé ensuite lors de la soirée de gala devant 300 personnes? Je n'arrive toujours pas à y croire moi-même. Avant de vous raconter, merci d'appuyer sur like et de vous abonner, mais seulement si cette histoire le mérite. Et pendant que vous êtes là, indiquez votre ville et votre heure locale dans les commentaires. J'adore toujours voir d'où vous écoutez. Maintenant, laissez-moi vous ramener au matin du 12 avril, le jour de mes 16 ans. Je me réveille dans le silence. Pas le silence paresseux du samedi où on entend quelqu'un faire du café en bas ou la télé qui bourdonne à travers le mur. C'est le silence creux. Celui où on sait, avant même que les pieds touchent le sol, qu'on est seul. Ma chambre se trouve au bout du couloir du 3e étage. C'est la plus petite pièce de la maison. Pas de fenêtre donnant sur le jardin. Pas de suite. Pas de dressing. J'ai été déplacé ici quand j'avais 6 ans, 2 ans après la mort de ma mère, parce que Chloé avait besoin de mon ancienne chambre pour installer sa coiffeuse. C'est ce que Victoria avait dit, Chloé a besoin de l'espace, ma chérie. Tu comprends? J'ai compris. Je descends l'escalier pieds nus. La cuisine est froide. Il y a de la vaisselle dans l'évier depuis hier soir. 4 assiettes, 4 verres, 4 couverts. Ils ont encore dîné sans moi. Je n'ai même pas entendu. J'ouvre le frigo pour prendre du lait, et c'est là que je le vois. Un mot collé sur la porte du frigo avec un aimant en forme de homard rapporté de notre voyage à Cap Cod. Un voyage où je n'étais pas invité. L'écriture est celle de Chloé. Surligne rose, grande lettre bouclée comme si elle décorait une affiche pour le bal de rentrée. Papa organise un brunch au club. Ne viens pas. Reste hors de vue, monstre. C'est. Je le lis 3 fois. Pas parce que je ne comprends pas, mais parce que j'espère encore l'avoir mal lu. Monstre. C'est comme ça qu'il m'appelle quand il pense que je n'entends pas. Mais cette fois, Chloé l'a écrit, l'a rendu permanent, l'a collé sur le frigo à côté de la liste des courses comme s'il avait sa place là. Puis j'ai remarqué autre chose. En bas du mot, à l'encre bleue, l'écriture de mon père. Soigner, pencher, maîtriser. 2 mots et une initiale, V expliquera plus tard. G. Victoria expliquera quoi exactement, et expliquera plus tard quoi. Je devrais vous expliquer comment on en est arrivé là. Ma mère, Lilian Mérite, est morte dans un accident de voiture quand j'avais 4 ans. Je ne me souviens pas de l'enterrement. Je me souviens de ses mains. Je me souviens de son odeur de lavande et de peinture à l'huile. Et je me souviens d'un bracelet, argenté, fin, avec un petit charme en forme d'étoile parce qu'elle ne l'enlevait jamais. Il est à mon poignet en ce moment même. Il est à mon poignet depuis le jour où mon père me l'a remis dans un sac plastique d'hôpital en disant « c'était à elle ». C'était la dernière chose douce qu'il m'ait jamais donnée. 2 ans après la mort de maman, papa a épousé Victoria Ashford. Elle s'est installée avec ses 2 enfants, Chloé qui avait 8 ans et Brandon qui avait 10 ans. Du jour au lendemain, je suis passé d'enfant unique dans une maison calme à l'élément bizarre dans une maison bruyante. Ça s'est fait lentement, comme la pourriture. D'abord, les tableaux de maman ont disparu du salon. On redécore, avait dit Victoria. Puis ces photos ont été retirées du mur du couloir. C'est plus sain pour Grande d'avancer. Puis l'anniversaire de sa mort est passé sans un mot. Pas de fleurs, pas de bougies, rien. Et chaque année, je rétrécissais un peu plus. L'année dernière à Noël, Victoria a engagé un photographe pour un portrait de famille. Je suis descendu dans mon plus beau pull. Victoria m'a regardé et a dit « Oh, on ne voulait pas te déranger. Tu as toujours l'air si mal à l'aise sur les photos. » Le portrait est accroché dans la salle à manger maintenant. Grant, Victoria, Chloé, Brandon. 4 sourires. Pas de Sierra. J'ai dit à mon père que ça me faisait mal. Vous savez ce qu'il a répondu?
Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être, Sierra. Ma mère m'a laissé ce bracelet. Mon père a essayé une fois de le donner à Chloé pour son bal de promo. Je l'ai caché dans mon tiroir à chaussettes pendant une semaine. Mais ce que je ne savais pas, ce que personne ne m'avait dit, c'est que ma mère m'avait laissé autre chose. Quelque chose de bien plus grand qu'un bracelet. Je reste longtemps debout dans la cuisine après avoir lu ce mot. Puis je fais quelque chose de stupide, ou peut-être de courageux. Je ne sais toujours pas lequel. J'ouvre le garde-manger, je trouve une boîte de préparation pour gâteau à la vanille qui traîne depuis mon dernier anniversaire, et je me fais un cupcake. Un seul cupcake dans un ramequin parce que je ne trouve pas le moule à muffins. J'y plante une bougie d'anniversaire. Une de ces bougies bon marché du tiroir à bric-à-brac, déjà à moitié fondue d'une autre fête qui n'était pas la mienne. Je l'allume avec la gazinière et je chante « Joyeux anniversaire ». Ma voix se brise à la 2e ligne. À la 3e, je peux à peine prononcer les mots. Je souffle la bougie. Je ne fais pas de vœux. J'ai arrêté de faire des vœux pour cette famille il y a longtemps. Je prends mon téléphone. Aucun texto. Aucun appel manqué. Ni de papa, ni de Victoria, ni de Chloé ou Brandon. 0. Je fais défiler mon album photo parce que je ne sais pas quoi faire d'autre de mes mains. Et je la trouve. La seule photo que j'ai de ma mère. Elle est floue. Prise avec un vieux téléphone, peut-être par une infirmière. Maman me tient dans ses bras. J'ai peut-être 3 ans. Elle sourit à l'appareil photo et à son poignet, le même bracelet argenté que je porte en ce moment. Je m'assois par terre dans la cuisine. Je remonte mes genoux et je pleure. Pas à cause du mot, pas à cause de la fête où je n'étais pas invité. Je pleure parce que j'entends enfin ce que je me murmure depuis 12 ans. Et pour la première fois, je le laisse être fort. J'ai passé 12 ans à m'excuser d'exister dans cette maison, et personne ne m'a jamais dit d'arrêter. L'horloge du micro-ondes indique 20h47. La sonnette retentit. Je manque de ne pas répondre. Je suis contente de l'avoir fait. J'essuie mon visage du revers de la main, je jette la bougie à la poubelle et je vais ouvrir la porte d'entrée. Je pense que c'est un colis. Peut-être un DoorDash du voisin livré à la mauvaise adresse. Ce n'est pas ça. Il y a une femme sur mon porche. La cinquantaine avancée peut-être. Cheveux striés d'argent tirés en un chignon bas, blazer gris sur un chemisier blanc comme si elle sortait du tribunal. Elle tient une grande enveloppe marron, épaisse, du genre avec une attache métallique. Et ses yeux sont rouges, pas comme si elle avait bu, mais comme si elle avait pleuré. Elle me voit et se fige. Tu lui ressembles tellement, dit-elle. Je ne sais pas quoi répondre. À qui? À ta mère. Je n'ai pas entendu une inconnue prononcer le mot « mère » en lien avec moi depuis des années. Ça me frappe quelque part derrière les côtes. Qui êtes-vous? Je m'appelle Dorothy Kessler. Je suis avocate et j'étais la meilleure amie de ta mère, Lilian. Je n'ai jamais entendu ce nom, pas une seule fois. Papa ne parle jamais des amis de maman. Papa ne parle jamais de maman du tout. Dorothy jette un regard derrière moi dans la maison sombre. Tu es seule? Oui. Quelque chose se crispe dans sa mâchoire. Elle aperçoit le mot encore collé sur le frigo. Elle peut le voir depuis l'entrée. Elle le lit. Je regarde son visage changer. Puis elle s'assoit sur la marche du porche, juste à côté de moi, comme si elle me connaissait depuis toujours. Et d'une voix calme et posée, le genre de voix qui annonce une mauvaise nouvelle sans vous faire sentir petit, elle dit « Ton père t'a-t-il déjà parlé du testament de ta mère ?» Je secoue la tête. Ton père a renoncé à ses droits parentaux ce matin. Il a déposé les papiers à 9h, le jour de ton anniversaire. Tu comprends ce que ça signifie? Je ne comprends pas. Pas complètement. Ça signifie que légalement, il n'est plus ton père. Et cela a déclenché quelque chose que ta mère a mis en place il y a 16 ans. Nous nous asseyons à la table de la cuisine, la même où 4 assiettes ont été utilisées sans moi hier soir, et Dorothy prépare du thé. Elle se déplace dans la cuisine comme si elle la mémorisait, comme si elle en voulait au mur. Depuis combien de temps me cherchez-vous, je demande. 12 ans. Elle pose la tasse devant moi. Ton père a changé de numéro 6 mois après la mort de Lilian.
Il a déménagé de Stanford à Westport. Il a dit aux amis communs que tu étais dans un pensionnat dans le New Hampshire. J'ai engagé un détective privé 2 fois. Impasse les 2 fois. Alors comment m'avez-vous trouvé maintenant? Je fixe l'enveloppe sur la table. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dorothy l'ouvre lentement. À l'intérieur, une pile de papier jauni avec un sceau de notaire, une plus petite enveloppe scellée et une photo que je ne reconnais pas. Ceci, dit-elle en tenant le document notarié, est le testament original de ta mère. Elle l'a rédigé l'année de ta naissance. Ton père a dit à tout le monde qu'il n'existait pas, mais il existe. J'en ai l'original parce que Lilian me l'avait confié pour le mettre en sécurité. Elle m'explique simplement. Maman possédait des biens. La maison où nous sommes assis, un chalet dans le Vermont, un terrain dans le Maine, un fonds fiduciaire destiné à mon éducation, et une collection de tableaux du côté de ma grand-mère. Tout cela m'était destiné. Seulement à moi, géré par un tuteur jusqu'à mes 18 ans. Ce tuteur était censé être Dorothy. Et la maison, je murmure, cette maison? Elle est à toi, Sierra. Elle l'a toujours été. Il ne te l'a simplement jamais dit. Dorothy touche la petite enveloppe scellée, mais ne l'ouvre pas. Il y a une lettre de ta mère ici, mais je pense que tu devrais la lire quand tu seras prête, pas ce soir. Puis elle me raconte le reste. Grant prévoit de transférer tous les biens de maman à une fondation caritative, une gérée par Victoria. L'annonce aura lieu lors du gala annuel dans 2 semaines. Nous avons 14 jours pour l'arrêter, dit Dorothy. Et j'aurai besoin de ton aide. Je reste assise longtemps après que Dorothy a fini de parler. Le thé refroidit. Tout ce que je croyais savoir sur la maison, sur le fait que maman n'avait rien laissé, sur le fait d'être un fardeau dont mon père était coincé, tout est un mensonge. Un mensonge de 12 ans avec des papiers, des plans et un silence assez épais pour m'enterrer. J'ai passé 12 ans à essayer d'être invisible, dis-je, et ma voix semble lointaine, comme si quelqu'un d'autre l'utilisait. Parce qu'il voulait que je le sois. Je ne sais pas comment être autre chose. Dorothy sort une photo de son sac. 2 jeunes femmes, bras autour des épaules, debout sur les marches d'un bâtiment de faculté de droit. L'une est Dorothy, plus jeune, cheveux noirs, riant. L'autre est ma mère. Elle est rayonnante. Elle a l'air de quelqu'un qui ne sait pas comment être petite. Ta mère était la femme la plus courageuse que j'ai jamais connue, dit Dorothy. Tu as ses yeux. Elle marque une pause. Je pense que tu as aussi son caractère. Je regarde la photo, puis mon bracelet. Le petit charme en forme d'étoile capte la lumière. Qu'est-ce que je dois faire? Dorothy m'expose le plan. Étape 1, déposer une demande de tutelle au tribunal de la famille. Elle a déjà soumis les documents. Étape 2, faire authentifier le testament original et le faire enregistrer, pour bloquer tout transfert des biens de maman. Étape 3, et c'est la partie qui me serre l'estomac, nous devons agir avant que Grant ne signe le transfert au gala. S'il le fait devant témoins, le défaire devient 10 fois plus difficile. Je le ferai, dis-je. Dorothy hoche la tête, puis attend parce qu'elle sent que je n'ai pas fini. Mais je ne veux pas le détruire. Je le pense encore maintenant, après le mot, après tout. Je veux juste ce qui m'appartient et je veux qu'il me regarde dans les yeux quand il admettra ce qu'il a fait. Dorothy tend la main par-dessus la table et me serre la main. Nous n'allons pas mentir, Sierra. Nous allons simplement dire la vérité au bon moment, dans la bonne salle. Le lendemain matin, Dorothy me conduit à son cabinet à New Haven. C'est un petit cabinet, 2 pièces au-dessus d'une boulangerie, qui sent le pain au levain et l'encre d'imprimante. Mais le classeur qu'elle ouvre n'a rien de petit. 12 ans d'archives. Elle me montre d'abord les transferts de propriété. Mon père a fait passer le titre de la maison de Westport 3 fois, chaque fois en nécessitant une signature du tuteur, chaque fois en la signant lui-même en tant que parent légal. Il a transféré la propriété dans un trust révocable, puis restructuré le trust, puis l'a intégré dans une entité holding. Couche après couche, comme s'il enterrait quelque chose de vivant. Et les tableaux, je demande. Dorothy sort un reçu de vente. Il y a 3 ans, Grant a vendu la collection d'art de ta grand-mère par l'intermédiaire d'un marchand privé à Manhattan. 8 pièces. Le total est un chiffre que je n'ai jamais vu associé à ma vie auparavant. Pas un centime ne m'est parvenu. Puis elle me montre celle qui me brise. Un relevé de compte.
Le fonds d'éducation que ma mère avait créé à ma naissance. Alimenté, qui grandissait, intact pendant des années, a été vidé il y a 14 mois. Chaque centime a été redirigé vers un compte de frais de scolarité. Pas le mien. Chloé, dis-je, je n'ai même pas besoin de demander. NYU, bourse complète, aurait dû être pour Sierra Mérite. Au lieu de cela, sapait la chambre de Chloé à Greenwich Village. Il a utilisé mon fonds pour les études pour payer la chambre de Chloé. Je reste avec cette phrase pendant 1 minute. C'est le genre de phrase qui réécrit toute ton enfance. Dorothy ouvre un dernier dossier, une impression d'email de Grant à son avocat personnel daté d'il y a 3 ans. Il dit, la fille n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit. Elle est mieux sans savoir. La fille. Pas ma fille. Pas Sierra. La fille. Mon téléphone vibre. Dorothy vérifie ses messages. Elle lève les yeux et quelque chose change dans son expression. L'audience pour la tutelle vient d'être programmée, dit-elle. Le même jour que le gala. Je sens la pièce pencher. Audience le matin, gala le soir. Une seule journée, tout. Debout dans le cabinet de Dorothy, fixant cet email. La fille n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit. J'ai senti quelque chose se briser. Pas de la tristesse, quelque chose de plus tranchant. Comme si le dernier fil qui me reliait au mot « père » venait de se rompre net. Pendant 12 ans, j'ai pensé que je n'étais pas assez. En fait, j'étais trop. Trop le rappel de ce qu'il voulait voler. Je me demandais sans cesse, quel genre de personne regarde son propre enfant et y voit un obstacle? Avez-vous déjà découvert que quelqu'un en qui vous aviez confiance mentait sur tout? Dites-le moi en commentaire. Je veux entendre votre histoire aussi. Je dois rentrer. Dorothy m'explique calmement, jusqu'à ce que le tribunal m'accorde la tutelle, je n'ai pas d'adresse légale ailleurs. Si je disparais, Grant pourrait déposer un signalement de personne disparue, et cela retarde tout. Alors je fais mon sac, je rentre à Westport et je franchis la porte d'entrée comme si rien ne s'était passé. Personne ne remarque que j'étais parti. 2 jours, pas une seule question. Victoria est dans la cuisine quand j'entre. Elle est au téléphone, elle rit, un verre d'eau pétillante à la main. Elle me voit et couvre le micro. Oh, te voilà. Prends-moi l'eau pétillante, tu veux bien? Celle-ci est plate. Comme si j'étais la bonne. J'ouvre le frigo. Je prends mon temps et je regarde vraiment cette maison où j'ai vécu 16 ans avec des yeux nouveaux. Le portrait de famille sur le mur. 4 personnes. Pas de Sierra. Les fleurs fraîches sur la table de l'entrée que Victoria commande chaque semaine. Toujours des pivoines blanches. Les fleurs préférées de maman, même si Victoria ne le sait pas. Ou peut-être qu'elle le sait. Et puis je le vois. La main de Victoria sur le comptoir. La bague. La bague de fiançailles de ma mère. Je la reconnais d'après la seule photo que j'ai. Un diamant taille ronde sur une bande de platine avec 2 petits saphirs. Papa m'avait dit il y a des années qu'elle était perdue. Mais la voilà au doigt de Victoria, captant la lumière de l'après-midi comme si elle y avait sa place. Mon estomac se retourne. Sur la table de la salle à manger, une pile d'enveloppes couleur crème. Des invitations. J'en prends une. Gala annuel de la Fondation Famille Mérite. Le logo sur le devant est élégant, un L stylisé entrelacé d'une vigne. Je fixe. C'est le monogramme de ma mère. Je l'ai vu dans ses carnets de croquis. Victoria a pris l'initiale de ma mère et en a fait le logo de sa fondation. Chloé passe devant la cuisine. Pourquoi tes yeux sont rouges? Tu as encore pleuré? Mon Dieu, tu es tellement dramatique. Je ne dis rien. La voix de Dorothy dans ma tête ne leur fait pas savoir que tu sais. Pas encore. Je pose l'eau pétillante sur le comptoir et je monte lentement, comme si j'étais en verre. Mais à l'intérieur, quelque chose durcit. Au cours des jours suivants, je deviens un fantôme aux oreilles ouvertes. J'apprends que le gala est plus grand que je ne le pensais. Victoria le prépare depuis 6 mois. 300 invités, un quatuor à cordes, traiteur par la même société qui fait les événements pour la résidence du gouverneur. Il y aura un conseiller municipal, 2 représentants de l'État, le président de la Société historique de Westport,
et cette partie me serre la poitrine, un journaliste du Fairfield Herald qui fait un reportage sur les familles les plus généreuses du Connecticut. J'entends Victoria répéter son discours dans la chambre un soir, la porte entr'ouverte. Je presse mon dos contre le mur du couloir et je ferme les yeux. Elle va se tenir devant 300 personnes et prononcer le nom de ma mère tout en signant la cession des biens de ma mère. Cette nuit-là, j'appelle Dorothy depuis la salle de bain, la douche en marche pour couvrir ma voix. 300 personnes, je murmure. Des politiciens présents. Dorothy reste silencieuse un moment, puis, ce n'est pas honorer sa mémoire, Sierra. C'est blanchir ses actifs à travers une fondation qu'il contrôle. Elle confirme le calendrier. L'audience pour la tutelle est fixée à 10 h le matin du jour du gala. Le gala commence à 19 h. Si le juge tranche en notre faveur le matin, Dorothy aura l'autorité légale d'agir le soir. Et si le juge dit non, je demande. Le silence dure 3 secondes. Ça semble 30. Alors nous perdons tout. La maison de ta mère, le trust, tout va dans cette fondation. Et le récupérer pourrait prendre des années, si c'est même possible. Je raccroche. Je m'assois sur le bord de la baignoire. La douche coule encore, remplissant la pièce de vapeur. 300 personnes vont regarder Victoria voler la vie de ma mère, à moins que je l'arrête. Puis j'entends des pas dans le couloir. Je me fige. À travers l'espace sous la porte, je vois une ombre. Quelqu'un qui se tient là, qui écoute. L'ombre bouge. J'entr'ouvre la porte. Brandon s'éloigne. Il jette un regard en arrière une fois, l'expression indéchiffrable, et disparaît dans sa chambre. A-t-il entendu? 5 jours avant le gala, Victoria emmène Chloé chez Neiman Marcus pour un essayage de robe. Je le sais parce que je les entends partir, rire, les clés tintent, la porte du garage s'ouvre. Personne ne me le dit. Personne ne me demande si je veux venir. C'est le rythme de la maison mérite. Les choses se passent autour de moi. Jamais à moi, jamais pour moi. Ce soir-là, Chloé rentre avec un sac à vêtements sur le bras comme si elle portait un trophée, une robe noire longue jusqu'au sol. Elle la suspend au dos de sa porte et la laisse ouverte pour que tout le monde dans le couloir puisse la voir. À 21 h, Victoria frappe à la porte de ma chambre. Elle fait ce qu'elle fait toujours, elle s'appuie contre le cadre, la tête penchée, la voix chargée d'une inquiétude synthétique. Ma chérie, le gala est un événement familial. Des gens importants seront là. Je pense qu'il vaut mieux que tu restes à la maison. Tu serais juste anxieuse tout le temps. Je fais ça pour toi. En fait, dis-je, j'espérais venir. Ses sourcils se lèvent, à peine. Une ride dans le masque. Ma chérie, je ne pense pas que tu aies quelque chose d'approprié à porter, et honnêtement, ces événements ne sont pas vraiment ton truc. Depuis le couloir, la voix de Chloé, elle va juste rester dans un coin comme elle le fait toujours. Quel est l'intérêt? J'avale. Je hoche la tête. Je dis, d'accord. Victoria sourit, me tapote l'épaule et s'en va. Je ferme la porte. J'envoie un texto à Dorothy, 4 mots. Ils m'ont dit de rester à la maison. La réponse de Dorothy arrive en 12 secondes, laisse-moi m'en occuper. J'ai quelque chose du placard de ta mère. Je fixe ce message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Le placard de ma mère. Ma mère a encore un placard quelque part. Et Dorothy l'a gardé. Puis la voix de Victoria à nouveau, étouffée à travers le mur, presque comme une arrière-pensée, « Oh, et Sierra, ton père veut te parler demain. Quelque chose à propos de papier. » Des papiers? Mes mains deviennent froides. L'après-midi suivant, mon père m'appelle dans son bureau. C'est la première fois qu'il me regarde directement depuis mon anniversaire. Il est derrière son bureau, en chêne, massif, le genre de bureau qui dit « Je prends les décisions dans cette maison ». Il y a un verre de scotch à son coude, à moitié vide. « Assieds-toi, Sierra. » Je m'assois. Il commence avec une voix que je n'ai pas entendue depuis des années. Douce, paternelle, comme s'il auditionnait pour un rôle dont il a oublié les répliques. Je sais que les choses ont été difficiles. Je veux que tu saches que je fais ce qui est le mieux pour toi. Ce qui est le mieux pour moi. Les mots tombent comme des pierres. J'ai trouvé une école, Phillips Academy, dans le Massachusetts. Excellent programme.
Petite classe. Tu commencerais à l'automne. Un pensionnat. Un nouveau départ. Il se penche en avant, les mains jointes. Tu seras plus heureuse là-bas, Sierra. Loin de tout ça. Loin de tout ça. Il veut dire loin de ce qu'il a fait. Loin de quiconque pourrait poser des questions. Expédier la fille dans le Massachusetts. Signer le transfert des biens au gala. Et quand l'école commencera en septembre, il n'y aura plus de Sierra dans cette maison. Plus de Sierra sur les papiers. Plus de Sierra du tout. Je le regarde. Je le regarde vraiment. Les tempes grisonnantes, la chemise repassée, le léger bronzage du club. Il ressemble à une publicité pour la paternité. Et tout est surface. Chaque centimètre. Il tend la main par-dessus le bureau et pose sa main sur mon épaule. Fais-moi confiance, je suis ton père. Les mots sortent avant que je puisse les arrêter, tu le es? Sa main se crispe. Ses yeux se plissent. Je me reprends vite. Je veux dire, tu es sûr que c'est la bonne chose? Il se recule, hoche la tête, sourit. Ce sourire. Je pensais autrefois qu'il était chaleureux. Maintenant je vois ce qu'il est vraiment. Le sourire d'un homme qui a fait les calculs et décidé que tu ne valais pas le coup. Tu vas adorer, dit-il. Je te le promets. Je me lève et en passant devant son bureau, je le vois. Une pile de documents dans un dossier marron à moitié caché sous le Financial Times. Le logo en haut, Fondation Famille Mérite. En dessous, en gras, accord de transfert d'actifs, et une date, le soir du gala. Je sors mon téléphone dans le couloir, les mains tremblantes. Je photographie le dossier à travers la porte du bureau et je l'envoie à Dorothy. Samedi, 4 jours avant. Je dis à Victoria que je vais à la bibliothèque. Elle ne lève même pas les yeux de son téléphone. Le cabinet de Dorothy semble différent maintenant. L'odeur de boulangerie a disparu, enterrée sous le papier et le café. Un tableau blanc est accroché au mur avec un planning dessiné au marqueur rouge. Date, nom, flèche, et un seul mot encerclé à la fin, gala. Voici où nous en sommes, dit Dorothy. Elle me l'explique comme un général briefe un soldat. Matin, l'audience pour la tutelle au tribunal de la famille de Fairfield. Dorothy présentera le testament original, les papiers de renonciation signés par Grant, et la preuve photographique de l'accord de transfert d'actifs. Si le juge tranche en notre faveur, Dorothy devient ma tutrice légale, effective immédiatement. Cela lui donne le droit de bloquer le transfert des biens. Soit, si nous avons la décision, nous assistons au gala avec une ordonnance du tribunal certifiée gelant tous les actifs de la succession Lilian Mérite. Si Grant signe le transfert quand même, il est nul. Et s'il essaie de nous empêcher d'entrer, 300 témoins, un journaliste du Herald, et une ordonnance du tribunal, il ne le fera pas. Puis elle fait quelque chose qui rend la pièce floue. Elle ouvre un placard au fond de son bureau et sort un sac à vêtements. À l'intérieur, une robe, blanc crème, vintage avec une dentelle délicate au col. Simple, élégante, ni voyante ni tape à accent grave l'œil. Le genre de robe qui n'a pas besoin d'essayer. Ta mère portait ça à son premier vernissage, dit Dorothy. Elle est entrée et toutes les têtes se sont tournées, pas parce que la robe était chère, mais parce qu'elle savait qui elle était. Je l'enfile dans la salle de bain. Elle me va. Elle me va comme si elle m'attendait. Je me tiens devant le miroir et pour la première fois en 12 ans, je ne vois pas le monstre. Je ne vois pas la fille de la chambre du 3e étage. Je vois la fille de ma mère. Dorothy m'observe depuis l'encadrement de la porte. Elle tient l'enveloppe scellée. La lettre de maman. Lis-la quand tu te sentiras forte, dit-elle. Pas avant. Je hoche la tête. Je ne suis pas prête encore, mais je le serai. 2 nuits avant le gala. Je suis dans la cuisine à minuit, en train de boire de l'eau, à repasser le plan dans ma tête pour la 100e fois quand la lumière s'allume. Brandon. Il est en pantalon de survêtement et t-shirt froissé, les cheveux en désordre, comme s'il n'arrivait pas à dormir non plus. Il reste un instant dans l'encadrement, puis va au frigo, prend une bouteille d'eau et s'assoit en face de moi. Nous ne parlons pas. Nous ne parlons jamais. En 12 ans, je peux compter nos vraies conversations sur les doigts d'une main. Puis il dit doucement, je sais que tu prépares quelque chose.
Tous les muscles de mon corps se crispent. Je t'ai entendu au téléphone la semaine dernière dans la salle de bain. Il enlève l'étiquette de sa bouteille d'eau, sans me regarder. Je ne l'ai pas dit à maman. Pourquoi pas? Il reste silencieux longtemps, puis, ce qu'ils t'ont fait le jour de ton anniversaire. Ce mot que Chloé a écrit. Je l'ai vu l'écrire. J'étais juste là et je ne l'ai pas arrêté. Il finit par lever les yeux. J'aurais dû. Je ne sais pas quoi faire de ça. 12 ans de rien. Et maintenant à minuit 15 dans une cuisine qui m'appartient techniquement, il veut avoir une conscience. Je ne sais pas ce que tu fais, Sierra, mais quoi que ce soit, fais attention. Ma mère se bat salement. Je soutiens son regard. Il se lève, commence à partir, puis s'arrête, la main sur le cadre de la porte. Il y a autre chose. Maman a une boîte forte dans son placard, sous le porte-chaussures. Elle a dit à papa que c'était des bijoux, mais je l'ai vu l'ouvrir. Ce n'est pas des bijoux. Ce sont des papiers. Mon pouce accélère. Quel genre de papier? Je ne sais pas, mais elle la vérifie chaque fois qu'il se passe quelque chose de légal dans cette maison. Il se tourne pour partir à nouveau. Une dernière pause. Une dernière chose. Ne fais pas confiance à l'avocat de la fondation, Richard Ashford. C'est le cousin de maman. Puis il est parti. La lumière de la cuisine bourdonne. Je reste assise là, le cœur battant, à fixer le plafond. Une boîte forte dans le placard de Victoria. Des papiers qu'elle ne veut pas que quiconque voie. Le matin du gala. 5h30. La maison est complètement silencieuse. J'ai peut-être 90 minutes avant que quelqu'un se réveille. Mon cœur bat si fort que je le sens dans mes dents. La porte de la chambre de Victoria est grande et fermée. J'entends la machine CPAP de Grant à travers le mur. Un sifflement bas et rythmé. Victoria dort avec des bouchons d'oreilles et un masque en soie. Je le sais parce qu'elle le rappelle constamment à tout le monde à quel point elle est sensible à la lumière et au bruit. J'ouvre doucement la porte du placard. C'est un dressing de la taille de ma chambre. Des rangées de manteaux de créateurs. Des étagères de chaussures organisées par couleur. Le verrou est exactement là où Brandon l'avait dit. Étagère du bas, derrière une rangée de bottes d'équitation. C'est un verrou à combinaison noir mat. 4 chiffres. J'essaie la date d'anniversaire de Victoria. Rien. L'anniversaire de mariage de Grant. Rien. Puis j'essaie la date d'anniversaire de Chloé. 19 octobre. 1019. Clic. À l'intérieur, il y a 4 choses. 1. Une photocopie du testament de ma mère. Le même document que Dorothy m'avait montré, mais celui-ci a des notes manuscrites dans la marge. Encre rouge, l'écriture de Victoria. Je la reconnais de toutes les listes de courses passives-agressives qu'elle m'a laissées. Et dans le coin supérieur, 3 mots encerclés 2 fois, gardés loin de S. 2. Une chaîne d'emails imprimés entre Grant et son avocat personnel. Instructions pour restructurer le patrimoine afin d'éviter de déclencher les dispositions du trust. Daté d'il y a 18 mois. 3. La photo qui fait trembler mes mains. Maman me tenant dans ses bras. J'ai peut-être 2 ans. Elle rit. Au dos, de l'écriture de ma mère, ma petite étoile. Tout ce que j'ai est à toi. Victoria gardait ça dans une boîte verrouillée sous ses bottes. Et 4. Je manque presque de la voir. Coincé dans le coin, un certificat de mariage délivré dans le Nevada il y a 9 ans. Victoria Ashford et un homme nommé Paul René, pas Grant mérite. Je fixe. Victoria s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Et ce certificat est daté de 2 ans avant son mariage avec mon père. Était-elle encore légalement mariée à Paul René quand elle a remonté l'allée avec papa? Je photographie tout. Je referme la boîte. Je tourne le cadran. Je remets les bottes en place. Je referme le placard. Dans le couloir, j'appelle Dorothy. Ma voix est à peine un murmure. J'ai la preuve que Victoria savait. Elle l'a aidé tout le temps. Bien. Ça change l'audience. Il y a autre chose. Victoria était peut-être mariée à quelqu'un d'autre quand elle a épousé mon père. Silence sur la ligne, puis très prudemment, envoie-moi la photo.
Je la vérifierai avant l'audience. Je raccroche. Mes mains ne s'arrêtent pas de trembler. À l'étage, j'entends une chasse d'eau. Quelqu'un est réveillé. Je suis déjà dans ma chambre. Porte fermée, respirant comme si je venais de courir 1 kilomètre. Tribunal de Fairfield, 10h07. Les lumières fluorescentes bourdonnent comme si elles étaient nerveuses aussi. Je suis assise sur une chaise en bois à côté de Dorothy, en jean et chemisier propre. Rien qui attire l'attention. Dorothy m'a dit de m'habiller comme une élève, pas comme une plaignante. Laisse les documents parler, a-t-elle dit. La salle d'audience est petite. Un juge, un greffier, une sténographe dont les doigts planent au-dessus des touches comme une pianiste sur le point de jouer. La juge Patricia Holloway entre. Elle a la soixantaine. Lunettes argentées, posture directe, le genre de visage qui a entendu tous les mensonges de l'État du Connecticut et n'est pas impressionné. Dorothy présente notre dossier. Elle est calme, précise, sans hâte. Le testament, le sceau du notaire, les papiers de renonciation signés par Grant le 12 avril, la photocopie du coffre de Victoria avec la note à l'encre rouge, gardée loin de S, la photo de l'accord de transfert d'actifs daté de ce soir. La juge lit chaque page. Elle ne se presse pas. Puis la porte s'ouvre. Richard Ashford, le cousin de Victoria, l'avocat de la fondation, entre. Il a dû être averti. Il argue que le testament est périmé et que le patrimoine a été légalement restructuré. Dorothy ne bronche pas. Elle présente la chaîne de custodie du testament original, notarié, conservé dans une banque de trust enregistrée. Jamais contesté, jamais révoqué, jamais remplacé. La juge Holloway retire ses lunettes. Elle regarde Richard Ashford longuement, puis moi. Je connaissais ta mère, jeune fille. Elle a travaillé pour moi il y a 30 ans. Une pause. Elle était méticuleuse et ce testament est inattaquable. Elle remet ses lunettes. La tutelle est accordée à Dorothy Kesley, effective immédiatement. Je délivre également une ordonnance de restriction temporaire gelant toutes les transactions liées à la succession Lillian Merritt jusqu'à une revue complète. Le stylo de Richard Ashford tombe. Il ne le ramasse pas. Dorothy me serre la main sous la table. Je serre en retour. Dehors, devant le tribunal, le soleil d'avril est aveuglant. Dorothy se tourne vers moi, s'appuie contre la voiture et dit, c'était l'étape 1. L'étape 2 se passe ce soir. Elle ouvre le coffre. À l'intérieur, un sac à vêtements, une paire de ballerines et une enveloppe marron tamponnée du sceau du tribunal. Tu es prête? Je regarde l'enveloppe, puis le ciel. Appartement de Dorothy. 17h30. Le gala commence à 19h. Je suis debout dans sa petite salle de bain et je regarde une inconnue. La robe blanc crème de maman, me va comme une seconde peau. La dentelle au col repose juste sous ma clavicule. L'ourlet tombe juste au-dessus des chevilles. Je porte des ballerines, pas de talons, parce que Dorothy a dit, tu veux être stable, pas grande. Elle m'aide à relever mes cheveux, les tordant en un chignon lâche comme elle dit que maman les portait. Quelques mèches tombent autour de mon visage. Les mains de Dorothy s'arrêtent. Elle portait ses cheveux exactement comme ça au vernissage, dit Dorothy. Sa voix se brise. Tu pourrais être son sosie. Je regarde mon reflet, le bracelet argenté à mon poignet gauche, la dentelle, la façon dont la lumière touche ma mâchoire. Pour la première fois, je n'ai pas l'air perdu. J'ai l'air d'appartenir quelque part, juste pas là où j'ai été. Dorothy me tend l'ordonnance du tribunal dans une enveloppe marron impeccable. S'il signe le transfert, nous la signifions. S'il ne le fait pas, nous la signifions quand même. De toute façon, c'est fini ce soir. Et s'il fait une scène? Il le fera, mais 300 personnes avec des téléphones regarderont. C'est exactement ce que nous voulons. Je hoche la tête. Je prends l'enveloppe scellée. La lettre de maman. Je la porte depuis 2 semaines. Je l'ai tenue, retournée, pressée contre ma poitrine dans le noir. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ouvre maintenant. Le papier est doux. 16 ans. Son écriture est petite et soignée, légèrement penchée vers la gauche. Si tu lis ceci, je ne suis plus là. Mais sache ceci. Tout ce que j'ai construit, je l'ai construit pour toi.
Pas pour quelqu'un d'autre. Pas pour ton père. Pour toi. Si quelqu'un te fait un jour sentir que tu n'appartiens pas, souviens-toi, tu es la raison pour laquelle je restais éveillé chaque nuit à planifier. Tu es assez, ma petite étoile. Je plie la lettre. Je la presse contre mes lèvres. Sur le trajet vers le country club, nous ne parlons pas. Le soleil se couche, peignant le ciel en orange et rose au-dessus du long Island Sound. La voiture s'arrête. J'entends la musique depuis le parking. Du jazz, quelque chose de doux et cher. Le parking est rempli de BMW et de Tesla. Je tiens la lettre d'une main et l'ordonnance du tribunal de l'autre. Maman, je murmure. J'espère que tu peux voir ça. Le Fairfield Country Club ressemble à un lieu de mariage sous stéroïdes. Lustre en cristal suspendu à des plafonds voûtés. Nappes blanches sur des tables rondes dressées pour 10. Des bougies partout. Le genre qui vacille, pas le genre électrique, parce que Victoria ne fait pas dans le vulgaire. Un quatuor de jazz dans le coin joue quelque chose de Coltrane. Le personnel en gilet noir glisse entre les invités avec des plateaux de flûtes de champagne et de cocktails de crevettes. 300 personnes, peut-être plus. Chaque siège est pris. Et à l'autre bout de la salle, près de la petite scène, mon père, costume noir, cravate argentée, debout avec la main sur le dos de Victoria, riant avec un homme que je reconnais du conseil d'administration du club. Victoria est à côté de lui, robe rouge, longue et ajustée, le genre qui coûte ce que certaines personnes gagnent en un mois. Et à sa main gauche, la bague de ma mère, captant la lumière chaque fois qu'elle fait un geste. Chloé est à la table VIP près de l'avant, tapant sur son téléphone, l'air ennuyé et cher. Dorothy et moi entrons par l'entrée principale. Je ne me faufile pas. Je n'utilise pas une porte latérale. J'entre par l'avant dans la robe blanc crème de ma mère, avec le bracelet argenté à mon poignet et l'ordonnance du tribunal à la main. Quelques têtes se tournent, puis davantage. Puis une vague de murmures traverse la salle comme le vent dans l'herbe haute. Je le vois se produire au ralenti. Margaret, Maggie, Dunn, la directrice générale du club, me repère depuis l'autre bout de la salle. Elle est là depuis 20 ans. Elle travaillait pour ma mère. Elle voit le bracelet. Sa main monte à sa bouche. Elle se penche vers un collègue, et je peux lire sur ses lèvres, c'est la fille de Lilian. Victoria remarque ensuite. Elle est en plein rire quand ses yeux me trouvent. La flûte de champagne se fige à mi-chemin de sa bouche. La couleur quitte son visage comme l'eau d'une baignoire. Elle attrape le bras de Grant, pointe du doigt. Mon père se retourne. Nos regards se croisent à travers la salle. À travers 12 ans, à travers chaque mensonge qu'il a jamais dit, et chaque anniversaire qu'il a jamais oublié. Il fixe, puis il sourit. Ce sourire de country club, celui construit pour les caméras et les inconnus. Il marche lentement vers moi, maîtrisé. Il se penche. Sa voix est basse, tranchante, juste pour moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je le regarde droit dans les yeux. J'étais invité. Sa mâchoire se crispe. Tu dois partir maintenant. Je ne cligne pas des yeux. Je ne pense pas que je le ferai. La main de Grant se referme autour de mon coude. Pas assez fort pour laisser un bleu, mais assez pour me diriger. Il me pousse vers le coin de la salle, derrière une fougère en pot de la taille d'un petit arbre, où l'acoustique est mauvaise et l'éclairage pire. Sa voix est un sifflement contrôlé. Je ne sais pas comment tu es entré ici, mais tu pars tout de suite. C'est intéressant, dis-je. Parce que selon l'ordonnance du tribunal délivrée ce matin, j'ai plus le droit d'être ici que toi. Quelque chose bascule derrière ses yeux. Une fissure dans l'assurance. Victoria apparaît, se matérialisant comme elle le fait toujours, parfaitement timée, parfaitement composée. Elle pose sa main sur mon bras et active la voix. La voix chaleureuse, la voix PTA. Sierra, ma chérie, tu es ravissante, mais ce n'est vraiment pas ton genre de Victoria. Je garde une voix égale, calme. Tu portes la bague de ma mère. Ses doigts se recroquevillent. Elle retire sa main derrière son dos comme si je l'avais brûlée. 3 invités à proximité arrêtent de parler. Les murmures recommencent, plus forts cette fois, se propageant vers l'extérieur. Grant voit que ça arrive. Il perd la salle.
Je peux voir le calcul sur son visage. Le coût-bénéfice en temps réel. Faire une scène ou contenir ça. Il choisit mal. Sécurité, dit-il plus fort qu'il ne le voulait. Quelques têtes de plus se tournent. Veuillez escorter cette jeune fille dehors. 2 hommes en costume sombre se dirigent vers moi. Dorothy fait un pas en avant. Elle était restée 1 mètre derrière moi tout le temps, toujours patiente, attendant. Elle lève une carte de visite. Je suis Dorothy Kesley, avocate. Cette jeune fille est ma pupille légale depuis 10h47 ce matin. La faire sortir de ce lieu constituerait une ingérence illégale avec une tutrice nommée par le tribunal. Je vous suggère fortement de reculer. Les gardes s'arrêtent. Ils se regardent, puis regardent Maggie Dunn, qui observe depuis le côté. Maggie fait un petit signe de tête. Il recule. Le visage de Grant est un masque qui se bat contre lui-même. Victoria se penche, son murmure fin comme une lame. Fais-la sortir d'ici avant le discours. Trop tard. Le maître de cérémonie est déjà au pupitre. Le projecteur balaie. Une voix remplit la salle. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir notre hôte pour la soirée, Grant Merritt. La salle applaudit. Grant redresse sa cravate. Il n'a pas le choix. Il marche vers la scène. Je prends place au premier rang. Grant monte sur scène comme un homme qui marche sur une mine et fait semblant que c'est une piste de danse. Le projecteur l'éclaire. Il sourit, ce large sourire pratiqué des dîners de donateurs, et attend que les applaudissements se calment. Merci à tous d'être ici ce soir. Cette salle est pleine de personnes qui croient en quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes, et je suis honoré de me tenir avec vous. Applaudissements polis. Victoria rayonne depuis la table du premier rang, main jointe, reine de la soirée. Puis il prononce son nom. Ma défunte épouse, Lillian, croyait en donner en retour. C'était une artiste, une rêveuse, et la personne la plus généreuse que j'ai jamais connue. Ma gorge se serre. Il n'a pas prononcé son nom devant moi depuis des années. Mais ici, devant les caméras, il l'enveloppe d'or. Ce soir, pour honorer la mémoire de Lillian, Victoria et moi sommes fiers d'annoncer la Fondation Famille Mérite, dédiée à l'éducation artistique pour les jeunes défavorisés dans tout le comté de Fairfield. Applaudissements plus forts maintenant. Les gens hochent la tête. C'est le moment où les riches se sentent bien d'être riches. Grant prend un document sur le pupitre, l'accord de transfert d'actifs. Je le reconnais d'après la photo que j'ai prise dans son bureau. Il lève un stylo. Pour financer cette mission, je fais personnellement don de l'intégralité de la succession Lillian Merritt, ses propriétés, sa collection d'art, son héritage à la fondation. Effective ce soir. La salle explose. Ovation debout. Victoria essuie une larme qui, je suis assez sûr, n'est pas réelle. Grande signe, stylo sur papier, juste là sous le projecteur. 300 personnes applaudissent comme s'ils venaient de voir un acte de grâce. Je n'applaudis pas. Je regarde. Et à côté de moi, Dorothy ne se crispe pas, ne panique pas, ne tend pas la main vers l'enveloppe. Elle sourit simplement, petit, certaine. Elle se penche et murmure 4 mots à mon oreille. Maintenant c'est notre tour. Les applaudissements continuent quand Dorothy se lève. Elle ne se précipite pas. Elle boutonne son blazer, prend l'enveloppe marron et marche vers la scène comme si elle avait fait ça 1000 fois. Le maître de cérémonie essaie de l'intercepter. Elle lui montre quelque chose. Je ne vois pas quoi. Et il s'écarte. Dorothy prend le micro. Excusez-moi. La salle devient silencieuse. Pas d'un coup. C'est un drainage lent, comme l'air qui quitte un ballon. Les têtes se tournent. Les téléphones se lèvent. Je m'appelle Dorothy Kesley. Je suis avocate spécialisée en succession, agréée dans l'État du Connecticut. J'ai une ordonnance du tribunal de la juge Patricia Holloway délivrée ce matin gelant tous les actifs de la succession Lillian Merritt. Silence, le genre consent sur la peau. Le document que M. Merritt vient de signer est légalement invalide. Il n'a aucune autorité pour transférer ses actifs parce qu'ils n'ont jamais été à lui. Grant fait un pas en avant. C'est ridicule. Qui a laissé entrer cette femme? Dorothy ne hausse pas la voix. Elle n'en a pas besoin.
Ses actifs appartiennent à la seule héritière de Lilian Mérite, telle que désignée dans son testament original notarié. Un testament que Monsieur Mérite a dissimulé pendant 12 ans. Elle se tourne vers moi. 300 paires d'yeux suivent. Je me lève. Mes genoux sont en eau. Ma colonne est en acier. Je marche vers la scène. Je prends le micro et je regarde mon père. Je m'appelle Sierra Mérite. Lilian Mérite était ma mère. Elle a laissé un testament qui me désigne comme sa seule héritière. Mon père l'a caché pendant 12 ans. Chaque propriété qu'il vient d'essayer de donner, la maison, le chalet, la collection d'art m'appartient. La salle ne murmure pas. Elle explose. Les chaises raclent. Les halètements cascadent de table en table. Un flash d'appareil photo, puis un autre. Grant attrape le support du micro. C'est une enfant. Elle ne sait pas ce qu'elle. Je ne le laisse pas finir. Tu as renoncé à tes droits parentaux le jour de mes 16 ans. Tu as déposé les papiers le même matin où je me suis réveillé seul avec un mot sur le frigo qui m'appelait monstre. Tu as envoyé ta propre fille loin pour pouvoir prendre son héritage. Je lève l'enveloppe marron. J'ai l'ordonnance du tribunal. Le tribunal a tes papiers de renonciation. Et maintenant chaque personne dans cette salle sait exactement ce que tu as fait. Silence de mort. 300 personnes. Pas une fourchette ne bouge. Victoria se lève d'un bond. C'est une escroquerie. Cette fille a toujours été. Je me tourne vers elle, calme, posée, comme si je lisais un bulletin météo. Madame Mérite, ou devrais-je dire Mademoiselle Ashford, puisque votre mariage avec mon père pourrait même ne pas être légal. La bouche de Victoria s'ouvre, se ferme, s'ouvre à nouveau. La salle ne murmure plus. Elle rugit. Le masque de Grant ne se fissure pas. Il se brise. Il fait un pas vers moi, le doigt levé, et le mot qui commence à sortir de sa bouche, espèce d'ingrate, meurt à mi-chemin quand il voit les téléphones, des dizaines, levés à travers la salle de bal comme des briquets à un concert, sauf que personne ne l'acclame. Il pivote, et c'est l'autre voix, la douce, la voix de père inquiet, celle qu'il utilise quand le public regarde. Mes amis, c'est un malentendu. Ma fille a des problèmes. Elle a des difficultés émotionnelles et elle a été influencée par quelqu'un qui... Dorothy fait un pas en avant. Elle lève 2 documents comme un professeur présentant des preuves à une foire scientifique. Monsieur Mérite, voici l'ordonnance du tribunal. Et ici, elle lève la 2e page, est une photocopie du testament de votre défunte épouse trouvée dans le coffre personnel de votre épouse actuelle avec sa note manuscrite à l'encre rouge. Elle lit à voix haute, gardez loin de S. La voix de Victoria est stridente, cassée. Je n'ai jamais vu ça avant. Dorothy reste impassible. C'était vérifié ce matin. Votre écriture, vos empreintes. Grant se tourne vers Victoria, et la chose qui sort de sa bouche, la phrase qui le suivra pour le reste de sa vie. Il dit devant 300 témoins silencieux, tu m'avais dit que tu l'avais détruit. La salle inhale. Il vient de confirmer. Tout. En une seule phrase. Victoria a l'air d'avoir reçu une gifle. Grant réalise ce qu'il a fait. Sa main retombe. Sa mâchoire bouge, mais rien ne sort. Depuis la table VIP, Chloé se lève, le mascara déjà qui coule. C'est sa faute. Elle gâche toujours tout. Elle en a assez. La voix vient du côté de la salle. Maggie Dunn, la directrice générale du club. Elle s'est approchée du micro le plus proche, celui près du quatuor à cordes. J'ai travaillé pour Lilian Mérite pendant 5 ans. J'ai reconnu ce bracelet au poignet de Sierra. Lilian ne l'enlevait jamais. Et Lilian m'a dit plus d'une fois que tout ce qu'elle avait été pour sa fille. Une pause. Puis quelqu'un applaudit. Une personne, puis 5, puis 50, puis toute la salle. Pas pour Grant. Pas pour la fondation. Pour moi. Les applaudissements s'estompent. La salle attend. Je regarde mon père. Il est toujours sur scène, mais il est seul maintenant. Victoria a reculé, s'est physiquement éloignée de lui comme s'il était contagieux. Chloé pleure à la table VIP, sa robe noire tordue sur ses genoux. Le conseiller et les membres du conseil se sont discrètement déplacés vers le fond de la salle. Personne ne se tient près de Grant Mérite.
Je pourrais le détruire tout de suite. Je pourrais lire l'email à voix haute, la fille n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit, et laisser le journaliste du Hérald l'imprimer demain. Je pourrais agiter le certificat de mariage de Victoria et regarder les allaitements se multiplier. Je ne le fais pas, parce que ce n'est pas pour ça que je suis là. Je prends une respiration. Je parle dans le micro. Ma voix n'est pas forte. Elle n'en a pas besoin. Je ne suis pas venu ici ce soir pour humilier qui que ce soit. Je suis venu parce que vous étiez sur le point de donner tout ce que ma mère m'avait laissé, et je ne pouvais pas laisser ça arriver. La salle est silencieuse. J'ai passé 12 ans dans cette maison. La plus petite chambre, la dernière place à table, le visage manquant sur le portrait de famille. J'ai passé 12 ans à être appelé monstre par des gens que vous avez choisis à ma place. 12 ans à essayer de gagner un amour qui ne viendrait jamais. Je le regarde directement, l'homme qui me portait autrefois sur ses épaules. J'en ai fini d'essayer. Il tressaille. C'est petit, mais je le vois. 300 autres personnes le voient aussi. Je ne demande pas tes excuses. Je n'en ai pas besoin. Le patrimoine m'appartient. Le tribunal l'a confirmé et je pars ce soir avec ma tutrice Dorothy Kesley qui, contrairement à toi, a tenu sa promesse à ma mère. Je touche le bracelet à mon poignet. Le petit charme en forme d'étoile est chaud de ma peau. Maman, je dis doucement, assez fort pour que seul le premier rang entende, je l'ai gardé en sécurité, comme tu me l'avais demandé. Je descends de la scène et je marche dans l'allée centrale. Dorothy tombe à côté de moi. Nos talons claquent sur le parquet derrière nous. Silence d'abord, puis applaudissements. Pas des applaudissements polis, les vrais. Ceux qui ont du poids. Je ne regarde pas en arrière. Nous arrivons au lobby avant que mes jambes ne lâchent. Dorothy attrape mon bras. Assieds-toi, dit-elle en me guidant vers un banc près du vestiaire. Respire. Tu l'as fait. Mes mains tremblent. Tout mon corps tremble. Mais quelque chose dans ma poitrine, quelque chose qui était serré depuis que j'avais 4 ans, se relâche enfin. À travers les portes vitrées de la salle de bal, je vois les retombées se dérouler en temps réel. Grant est debout au pupitre seul, fixant le document signé qui ne vaut maintenant plus rien. 2 membres du conseil parlent à voix basse et urgente près du bar. Le journaliste du Hérald griffonne dans un carnet si vite que sa main est floue. Victoria n'est nulle part dans la salle de bal. Puis je l'aperçois à travers une fenêtre latérale dans le parking, faisant les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille. Elle appelle quelqu'un. L'appel ne passe pas. Elle réessaie. Encore. Richard Ashford, le cousin de Victoria, l'avocat de la fondation, marche très vite vers la sortie, mallette à la main, sans croiser le regard de personne. Chloé n'a pas bougé. Elle est assise seule à la table VIP. Des traces de mascara sur les 2 joues, fixant son téléphone comme s'il contenait une réponse. Ce n'est pas le cas. Et puis il y a Brandon. Il se tient près de la sortie, à l'écart de tous. Il croise mon regard à travers la vitre et il fait quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Il hoche la tête. Un petit hochement lent. Je n'hoche pas la tête en retour, mais je ne détourne pas non plus le regard. Maggie Dunn apparaît à mon côté. Elle porte une petite enveloppe, ancienne, légèrement jaunie sur les bords. Ta mère m'a laissé ça il y a 15 ans, dit-elle. Elle a dit, donne-le à Sierra quand elle sera assez grande pour se battre pour elle-même. J'ouvre. À l'intérieur, une photo. La même image que j'ai trouvée dans le coffre de Victoria, mais c'est l'original. Non froissé, non plié. Maman me tenant, riant, le bracelet à son poignet. Au dos, son écriture, ma petite étoile, tu es assez. Je ferme les yeux. Dorothy passe son bras autour de moi. Rentrons à la maison, Sierra. À ce moment-là, en sortant de cette salle de bal avec 300 personnes qui regardaient, je ne mentirais pas, mes genoux tremblaient, mes mains tremblaient. Je pense même que ma voix tremblait. Mais quelque chose en moi était stable. Pour la première fois en 16 ans, quelque chose en moi était stable. Comme si ma mère marchait avec moi, comme si elle avait attendu que j'arrête de rester dans le coin et que je traverse enfin la salle. Avez-vous déjà eu un moment comme ça? Un moment où vous avez enfin dit, assez, pas en criant, pas en claquant des portes,
juste en le disant calmement et en le pensant vraiment? J'adorerais l'entendre. Déposez-le en commentaire. Et si vous regardez encore, merci. Vous êtes la raison pour laquelle je partage ça. Une semaine plus tard, je suis assise en tailleur par terre dans l'appartement de Dorothy à New Haven, en train de peindre. Pas quelque chose de bien. J'apprends encore. Pour l'instant, c'est un bol d'orange qui ressemble plus à un tas de balles molles, mais le pinceau me semble juste dans la main. De la même façon qu'il devait le sentir dans celle de maman. Dorothy a accroché ma première peinture, une aquarelle du chêne dehors ma fenêtre, sur le mur du salon, juste au-dessus du canapé. Elle n'a pas demandé la permission. Elle l'a juste fait. Comme on fait des choses pour les personnes qui appartiennent à votre maison. Je vais dans une nouvelle école. Elle est plus petite que Westport. Pas d'équipe de lacrosse, pas de conseiller d'orientation avec une liste d'attente. Mais j'ai des amis pour la première fois, de vrai. 2 filles de mon cours d'art qui ne savent rien du gala mérite. Et j'aime ça comme ça. La maison de Westport est sous le trust maintenant. Je n'y suis pas retourné. Je ne suis pas prête. Peut-être l'année prochaine. Peut-être jamais. Dorothy dit qu'il n'y a pas de précipitation. Et je la crois. Le chalet dans le Vermont. C'est différent. Dorothy et moi y sommes allés le week-end dernier. Il est petit, niché dans les Green Mountains avec un porche qui fait face à l'est, pour avoir le lever du soleil. Quand je suis entré, j'ai arrêté de respirer. Les tableaux de maman étaient encore sur les murs. Grant n'était jamais venu ici. Il n'avait jamais touché cet endroit. C'était comme entrer dans une pièce qu'elle venait de quitter. Ses pinceaux étaient encore dans une boîte de café sur le rebord de la fenêtre. Ses bottes de randonnée étaient près de la porte. Je suis resté assise sur le porche pendant 2 heures, enveloppé dans une couverture qui sentait le cèdre, à regarder les arbres devenir or et rouge. À mon poignet, le bracelet argenté. À ma main droite, la bague de maman. Elle aurait adoré te voir ici, a dit Dorothy depuis l'encadrement. Je pense qu'elle peut me voir où qu'elle soit. Je pense qu'elle a regardé tout ça tout le temps. J'ai 16 ans et je recommence à zéro. Ça devrait faire peur. Ce n'est pas le cas. Ça ressemble à respirer. Les gens me demandent si je regrette. Si je souhaite l'avoir fait différemment, plus calmement, plus en privé, sans la scène et les projecteurs et les 300 témoins avec leur téléphone sorti. Honnêtement, non. Pas parce que je voulais embarrasser qui que ce soit, mais parce que le silence était ce qui m'avait piégé pendant 12 ans. Mon père comptait sur mon silence. Victoria comptait dessus. Chloé comptait dessus. Ils avaient construit une vie entière sur l'hypothèse que je resterais petite, que je resterais silencieuse, que je continuerais à manger seule dans la cuisine et à dormir dans la plus petite chambre et à faire semblant que, ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Était de l'amour. Ce n'était pas de l'amour. C'était du contrôle. Et la seule façon de le briser était de dire la vérité à voix haute dans une salle pleine de gens où personne ne pouvait la réécrire. J'ai appris quelque chose sur cette scène. Tu n'as pas besoin de la permission de quelqu'un pour exister. Tu n'as pas besoin de gagner le droit d'être vu. Et tu n'as définitivement pas besoin de te rapetisser pour que les autres se sentent plus grands. J'ai aussi appris quelque chose sur la famille. La famille n'est pas le sang. Ce n'est pas un nom de famille ou un portrait de Noël ou une place à une table de gala. La famille, c'est la femme qui conduit 12 ans pour te trouver. La famille, c'est la personne qui garde la robe de ta mère dans un placard parce qu'elle croit qu'un jour tu en auras besoin. La famille, c'est une couverture sur un porche dans le Vermont et une peinture accrochée au mur sans demander. Dorothy est ma famille. Et pour la première fois de ma vie, je sais ce que ce mot signifie vraiment. Alors, si vous êtes là dehors, si vous lisez ceci dans une maison où vous vous sentez invisible, où les personnes qui devraient vous aimer vous font sentir que vous êtes trop et pas assez en même temps, je veux que vous sachiez quelque chose. Ce n'est pas toi. Ce n'était jamais toi. Tu ne dois pas ton silence à des personnes qui ne te donneraient pas le leur. Et tu n'as pas à attendre que quelqu'un te trouve. Tu peux te trouver toi-même. Ce matin, je me suis tenu devant le miroir dans ma chambre. Ma chambre avec la vue sur le chêne et le bureau taché de peinture et la porte que je peux fermer quand je veux. La robe blanc crème de maman est suspendue au dos de la porte du placard. Je l'ai portée une fois et je la porterai à nouveau,
mais pas pour quelqu'un d'autre, pour moi. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai trouvé un email de l'école. J'ai été accepté dans le programme de peinture avancée pour le semestre de printemps. Mon professeur d'art a écrit une note en bas, « Sierra, ton utilisation de la lumière me rappelle quelqu'un. Continue. » J'ai souri. Pas un sourire de victoire. Pas le genre qu'on met pour les caméras. Le genre calme. Le genre qui commence dans la poitrine et se répand lentement comme le lever du soleil sur les Green Mountains. Sur mon bureau, 2 lettres. Une de maman. Papier doux. Mots doux. 16 ans d'amour pliés en une seule page. Une de Grant. Papier à en-tête rigide. Mots creux. 12 ans de silence déguisé en stratégie. Je les garde toutes les deux. Pas parce que je lui pardonne. Je n'en suis pas encore là. Peut-être que je le serai. Peut-être que non. C'est mon choix maintenant. Je les garde parce que ce souvenir d'où on vient est la façon de savoir jusqu'où on est allé. Dehors la fenêtre, c'est l'automne à New Haven. Le chêne est doré. Le ciel est vif et bleu et incroyablement large. Et je suis ici, je respire, je peins, je recommence. Pas la fille de la chambre du 3e étage. Pas le monstre du mot. La fille de ma mère. La famille de Dorothy. Ma propre personne. Sierra mérite. 16 ans. Assez. C'est mon histoire. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, merci. Vraiment, ça signifie plus que vous ne le savez. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un ou quelque chose que vous avez vécu, partagez-le. Parfois savoir qu'on n'est pas seul est le premier pas. Et si vous voulez entendre ce qui s'est passé ensuite, parce que croyez-moi, il y a plus, je laisserai le lien dans la description. Likez, abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je vous vois dans la prochaine. Restez fort. Vous êtes assez.